fruit de 2 années de travail, la conclusion du rapport de la commission dirigée par l'historien français Vincent Duclercq est sans appel. La France est demeurée aveugle face à la préparation du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et porte des responsabilités lourdes et accablantes. Dans la tragédie, après la publication de ce rapport, l'Élysée a appelé à un rapprochement irréversible avec Kigali. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Avec vous, on va parler de cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé en quelques lignes en 1994? En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde se rappelle de cet épisode difficile pour l'Afrique, je dirais même pour l'humanité, où rapidement, en quelques jours, avec cette fameuse phrase « tuer les cafards », on s'est mis à coups de machettes, de fusils, de tout ce qu'on pouvait trouver, à tuer des Tutsis un peu partout dans ce pays, au point que finalement, le bilan qu'on a, le chiffre minimum, c'est 800 000 morts. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas 800 000 morts sur plusieurs mois, comme si on parlait d'une guerre, mais c'est 800 000 morts sur une période qui était assez courte. De sorte que dès le départ, les gens avaient tiré plusieurs conclusions. La première conclusion, c'était la préméditation. C'est une chose qui avait été préparée. Et toutes les recherches qui ont été faites ultérieurement ont effectivement prouvé que cela avait été préparé. Et ce rapport le dit encore, les gens savaient qu'il allait y avoir un génocide. Et les gens n'ont rien fait. Et parmi ces gens, il y a les troupes françaises qui étaient sur place, mais il y a l'État français également qui avait reçu suffisamment d'informations sur les risques au niveau du Rwanda, mais qui n'avait pas du tout bougé le petit doigt. D'où la responsabilité de la France, selon ce rapport aujourd'hui. Oui, le rapport édulcore la responsabilité de la France. Moi, je crois qu'il ne faut pas tourner en rond. Il ne faut pas édulcorer la responsabilité de la France, parce que quand il dit demeurer aveugle, ça revient à ce que j'ai dit. Il y a déjà des écrits qui ont été faits par des soldats français. On en a parlé ici une fois avec Samuel d'ailleurs, où la personne est très claire. Et le rapport revient là-dessus parce qu'il avait dit qu'effectivement, l'attaché militaire à Kigali, français, a fait des rapports pour l'État français pour leur dire quelle est la situation en tirant la sonnette d'alarme. Les ONG qui étaient sur place ont fait la même chose en écrivant à l'État français pour leur dire « Attendez, arrêtez de soutenir ce régime, on va vers la catastrophe. » L'État français n'a pas changé d'attitude. Et c'est pourquoi, quand on parle seulement d'aveugler, non, on ne veut pas toucher à ce mot complicité. Complicité, parce qu'en ce moment, la responsabilité devient beaucoup plus énorme. Mais beaucoup d'autres qui ont travaillé sur la question parlent clairement de complicité de la France, parce que tout le monde se rappelle, le président rwandais à l'époque, Juvenal Habyarimana, avait une relation extraordinaire avec l'ex-président français François Mitterrand. Et cela participe à la situation à laquelle on a abouti, puisque des gens se sont mis plus à suivre une politique française qui ne voulait pas du tout du Front populaire rwandais, le FPR de Kagame, avec des anglophones qu'on disait influencés par l'Ouganda. Donc on était dans une autre perspective qui faisait que, au lieu de regarder la réalité en face, on était en train de gérer une autre géopolitique, alors que la réalité en face montrait de façon très claire qu'on allait vers un massacre d'une partie de la population. Tout à l'heure, vous avez parlé de édulcorer. Peut-être que c'est le début de ce qui vient de sortir par rapport à cette conclusion. Mais quand on va un peu loin et on parle dans le futur de la complicité de la France, Mamadou, qu'est-ce qui va se passer? Mais les conséquences peuvent être énormes. Il y a le principe de non-assistance à personne en danger qu'on peut évoquer pour dire, mais les Français ont une part de responsabilité. C'est pourquoi ils fuient à peu près ce côté-là, puisqu'en ce moment, ça peut avoir des conséquences d'un point de vue juridique, où on pourra attaquer la France. Et pour moi, les victimes, les parents des victimes, c'est ce que les gens doivent faire, parce qu'il y a aujourd'hui cette possibilité avec les ONG qui permettent à des personnes qui n'ont pas les moyens de mener ce genre de combat, de pouvoir le mener. Et on a vu des personnes sans moyens du tout, soutenues par des ONG qui défendent en particulier les droits de l'homme et autres, pouvoir gagner des procès que ces personnes n'auraient même pas pu intenter sans l'appui de ces ONG. Je crois que les parents des victimes et autres peuvent s'organiser pour aller dans ce sens, parce que ce rapport
va leur permettre déjà de poser quelque chose sur la table, parce que le rapport parle du chef d'état-major particulier du président français. Il est cité même en bonne et due forme, en parlant de pratiques qu'il avait qui étaient vraiment des pratiques pas orthodoxes du tout, complètement illégales par rapport à sa responsabilité. Donc il y a des gens qui peuvent être visés, et derrière ces gens, il y a l'État français, parce que ces gens ont été envoyés au Rwanda par l'État français. Mamadou, quel intérêt la France a à être complice de ces atrocités? Ben, ce n'est pas la France, en fait, parce que malheureusement, quand on parle d'un pays, c'est le chef d'État qui est là. Voilà. Et malheureusement, il engage tout le monde. Ce n'est pas les Français en tant que population qui avaient un intérêt là-dessus, parce que, il faut quand même le dire pour l'histoire, des Français ont tiré la sonnette d'alarme, ont crié au scandale avant les massacres. Voilà. Ils l'ont fait pendant les massacres, ils l'ont fait après les massacres. Mais les officiels, c'est-à-dire ceux qui représentent en France, en particulier le gouvernement à l'époque de François Mitterrand, et ensuite même le gouvernement où il y avait la cohabitation, parce qu'on pensait qu'avec la cohabitation, les données vont changer, mais les gens se battaient tellement à l'interne que le Rwanda était devenu une autre affaire. Il y a eu parfois, c'est vrai, des débats houleux sur la question du Rwanda, mais la politique de la France par rapport au Rwanda n'a pas véritablement changé pendant cette période-là. Mais l'intérêt ici était juste un intérêt géopolitique. Il y a ici un Rwanda qui parle français. Ce qu'il craignait de l'autre Rwanda, c'est ce qui s'est passé. Quand Kagame est venu, effectivement, il a adopté plutôt l'anglais comme langue officielle. Et on voit le retournement de situation actuellement, puisque Kagame également, avec le Rwanda, reviennent vers la francophonie. D'ailleurs, c'est l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères qui dirige aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, pour dire que, vous voyez comment, pour des questions de défendre la francophonie, de pays anglophones, de pays francophones, on a laissé massacrer 800 000 personnes. Et aujourd'hui, voilà qu'on revient encore à des francophones et des anglophones pour être d'accord. Et même le rapport, on voit la réaction des autorités françaises. Voilà. Il faut qu'on rétablisse rapidement et de façon irréversible les relations avec le Rwanda, ce qui bien sûr a déjà été entamé depuis quelque temps. Vous l'avez dit, hein, ce rapport pourrait marquer un tournant dans les relations entre les deux pays, empoisonnés depuis plus de 25 ans par les violentes controverses sur le rôle de la France au Rwanda. Comment ça va se faire? En fait, le problème n'est pas totalement résolu. Il y a le président français qui doit aller à Kigali, puisqu'on dirait que la France est plus pressée aujourd'hui de rétablir les relations. Et ça se comprend parce que il y a eu toujours cette bagarre interposée. La France qui attrape des gens qui sont des proches de Kagame, qu'on considère comme des génocidaires. Kagame qui refuse toutes sortes de relations avec la France et qui considère que la responsabilité de la France est engagée. Donc chacun voulait juger pratiquement l'autre. Aujourd'hui, c'est comme si on va s'entendre sur le dos des victimes. Chacun va arrêter de juger l'autre. Chacun va arrêter de demander que l'autre assume ses responsabilités dans ces massacres. On va se retrouver, j'allais dire, autour d'un verre, célébrer des retrouvailles entre le Rwanda et la France et passer par perte et profit toute cette période macabre de l'histoire de l'humanité, parce que ça ne concerne pas que le Rwanda, ça concerne toute l'humanité. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Il faut que les organisations de défense des droits de l'homme ne laissent pas passer une telle chose. Même si certains des auteurs ne sont plus de ce monde, il est bon que la vérité soit établie par rapport à une telle chose. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'historiens français, quand on a mis en place cette commission qui avait contesté pour deux raisons, la composition. Il y a d'ailleurs une des historiennes qui a dû démissionner, qui n'a pas continué le travail, puisque connu pour ses positions par rapport au Rwanda et proche du pouvoir de Macron. Mais vous avez également autre chose. Les historiens, de façon générale, se sont demandé pourquoi on ouvre les archives à certains historiens et on refuse de les ouvrir à d'autres. Puisqu'il y a parmi les archives, il y en a qui ont été déclassifiées pour l'occasion, mais déclassifiées pour la commission, sans l'être pour les autres, alors qu'il y a plein de gens qui travaillent, qui font de la recherche, qui publient sur cette question du Rwanda. Il faut laisser tous ces gens-là accéder à ces documents. En ce moment de la contradiction que les gens vont soulever, très certainement, la vérité de la responsabilité de la France, de Kagame ou de qui que ce soit d'autre, on pourra retrouver cette responsabilité-là. Ne pensez-vous pas que sous le prisme de la politique ou d'autres choses, on puisse étouffer l'affaire là? On ne pourra pas l'étouffer. C'est vrai que d'un point de vue politique, les pays peuvent s'entendre, mais ce monde est devenu un monde particulièrement libre. Vous avez des gens qui travaillent sur la question du Rwanda parce que individuellement, ils sont à la recherche de la vérité.
Ils ne sont mus que par cette recherche de la vérité. Vous avez vu comment parfois des personnes se sont consacrées à la recherche de personnes qui ont participé à ces génocides et qui se sont cachées dans les pays européens et qui, au bout de 3, 4, 5 ans, parviennent à dénicher certaines parmi ces personnes. Ce n'est pas un État, c'est un individu. Et c'est la même chose sur la question du Rwanda aujourd'hui. Vous avez des historiens, vous avez des sociologues, vous avez des chercheurs qui travaillent sur cette question, qui d'ailleurs avaient déjà donné les conclusions que ce rapport-là donne. Le rapport n'apporte absolument rien de nouveau, sauf qu'ayant accédé à des documents auxquels les autres avaient eu vent, ils peuvent donner des précisions que les autres n'avaient pas dit. Mais je ne vois pas quelque chose qui a été écrit dans ce rapport que les historiens et autres n'ont pas déjà dit sur cette question du Rwanda et de la France en rapport avec le génocide des Tutsis. Comment les victimes vont-ils agir selon vous? La première chose, les gens vont se sentir un peu soulagés parce que généralement, si on te fait du tort et en plus celui qui te fait du tort, à la limite, se moque de toi en te disant « je n'ai rien fait », ça ajoute à la difficulté. Les gens vont mieux comprendre, surtout que ces gens étaient sur place. Ils ont vu les soldats français, ils ont vu l'opération turquoise qui est intervenue bien après le génocide et qui n'a pas résolu véritablement le problème. La France essayait tout simplement de tirer son épingle du jeu alors que c'était déjà pratiquement trop tard. La France était là-bas dans les zones françaises. Il y avait certains parmi les génocidaires qui étaient cachés dans les zones sous contrôle de la France. Il avait été demandé clairement à la France l'arrestation de ces personnes. Les autorités françaises ne l'avaient pas fait. Mais tout ça, ceux qui étaient sur place au Rwanda et qui sont des survivants le connaissent. Mais vous connaissez une vérité, quand vous la dites, quand vous témoignez, on vous considère comme un moins que rien. Quand vous voyez maintenant que cette vérité sort d'ailleurs, ça peut être une sorte de soulagement pour dire qu'au moins la vérité a été dite. Reste maintenant à voir, est-ce qu'un procès pourrait être organisé, parce qu'il est important, à mon avis, qu'on le fasse pour que demain, on ne voit pas encore dans un autre pays 800 000 morts tués comme ça de façon gratuite et qu'on passe encore dessus sur la base de négociations, de conciliation ou de je ne sais pas quoi d'autre. Un procès, oui, peut-être dans quel pays et dans quelles conditions? Heureusement partout, pourquoi pas au Togo, puisqu'il y a le principe aujourd'hui qui veut que de n'importe quel pays, on peut venir aujourd'hui porter plainte sur ces questions qui touchent à des crimes contre l'humanité et autres. Et quand on le fait, on a créé cette sorte de tribunal qui a une compétence universelle qui peut se lever sur une question qui ne s'est pas déroulée au Togo, qui ne concerne pas les populations togolaises, et pourtant on peut le faire. C'est ce que le Sénégal a fait avec le jugement de Hissène Habré. Ce n'est pas des faits qui se sont déroulés au Sénégal, ça ne concernait pas particulièrement les Sénégalais, mais à partir de ce principe, avec ce tribunal qui a un caractère universel, on a pu faire le jugement d'Habré au Sénégal, l'emprisonner au Sénégal. Je crois que les pays africains doivent être les premiers même demandeurs pour que plus jamais une telle chose ne se répète sur la terre africaine. Justement, vous avez parlé des pays africains. Est-ce qu'on peut avoir une mobilisation aujourd'hui de ces pays africains pour soutenir le Rwanda? Si c'est de la part des États, il ne faut pas s'y attendre. Ils ont d'autres priorités et généralement, chaque État a son cimetière quelque part et il ne veut pas que demain, qu'on vienne également déterrer les personnes pour essayer de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Mais les sociétés civiles africaines, les organisations de droits de l'homme, les juristes africains peuvent effectivement s'organiser, aller dans le sens de faire une sorte de traque par rapport à toutes ces personnes qui ont été impliquées dans ce génocide et faire le lobbying qu'il faut, faire les pressions qu'il faut pour trouver juste un pays d'accueil. Parce qu'il s'agit de trouver un pays d'accueil pour pouvoir accepter d'organiser ce procès. À partir du moment où il y aura un pays d'accueil, je suis convaincu que des soutiens viendront de toutes parts pour que la lumière soit véritablement faite sur cette histoire douloureuse qu'on a du mal à oublier, surtout pour ceux qui l'ont vécu. Parce qu'il y en a qui ne le connaissent que sous forme d'histoire. On a vu les morts, on a vu les personnes blessées, on a vu les crânes qui étaient tout frais. Ce n'est pas la même chose que ceux qui le voient comme des ossements sous forme d'histoire. On n'a pas envie de revoir encore de telles choses en Afrique. Mamadou Diouf, merci beaucoup. Vous êtes éditorialiste et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On marque une petite pause et on revient pour l'invité du jour.